Hello tout le monde, moi c'est Léa. Moi je suis Lorlaï. On est deux cavalières amateurs passionnés et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. 2 fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien. Nous l'avions échappé dans notre dernier épisode et si vous êtes assidus, vous devez donc le savoir. Notre invité cette semaine est le meneur international Benjamin Ayo. Je le présente en tant que meneur car il faut bien lui trouver un titre et aussi pour vous éviter la litanie de ses activités professionnelles. Il est meneur, dresseur, équicoach, formateur, artiste, homme de cheval. Benjamin est l'homme aux 100 casquettes. Sa vie est aussi effervescente que passionnante. Avec lui, nous avons parlé, entre autres, de sa discipline, l'attelage, de la compétition, de l'importance de savoir respecter et écouter le naturel du cheval, et de chaque cheval. L'épisode est très long, nous espérons que ce format très immersif vous plaira. Nous avons enregistré un soir à Bordeaux pendant le jumping international. Nous avions terminé l'enregistrement après minuit et pour tout vous dire, après avoir coupé les micros, nous sommes encore restés plus de 2 heures en compagnie de Benjamin. On vous prévient, sa passion et sa soif d'aventure sont contagieuses. On espère que vous êtes prêts. Nous sommes tellement fiers de pouvoir compter sur le soutien d'une marque reconnue dans notre milieu, la Micelle. En tant que passionné de chevaux, il est impossible que vous n'ayez jamais entendu ce nom. Fabricant depuis plus de 40 ans et distribué en Europe depuis 1998, la Micelle dispose d'un savoir-faire et de maîtrise technique incomparables. La Micelle est une marque internationale qui propose un catalogue riche de plus de 3500 références pour les amateurs, les professionnels, mais également l'ensemble des chevaux, que ce soit de loisirs ou de compétition. Dans toutes les disciplines et pour tous les âges, à travers un réseau de selleries à l'écoute des clients, découvrez ou redécouvrez le plaisir de monter avec le matériel La Micelle. Le petit plus qui nous a séduit chez La Micelle ? Son engagement écologique. En effet, leur gamme de textiles toujours produite avec de hautes exigences environnementales propose tout de même chaque année un grand choix de modèles et de couleurs. Soucieux de l'environnement, les aciers des morts de la gamme Metalab répondent également aux critères de qualité les plus élevés et aux lois de l'écologie. Cette marque, connue et reconnue par les cavaliers, soutient depuis de nombreuses années de grands champions et a contribué aux victoires et aux titres dans des disciplines aussi diverses que le saut d'obstacle, l'attelage, la voltige, le reining, le paradressage ou encore le concours complet. Cette année encore, que ce soit la Micelle ou Metalab, la marque apporte son soutien en matériel à de nombreux sportifs qui aiment leurs chevaux. Font partie entre autres de la team le Canadien Éric Lamaze, le Belge Grégory Watley, Nicolas Delmotte, invité de l'épisode 15 pour rappel, et Alexandra Francard pour la France. Mais surtout, en 2018, la Micelle a décidé d'agrandir sa team, en soutenant aussi Benjamin Ayo. C'est pourquoi nous avons tout particulièrement tenu à ce que la Micelle soit partenaire de cet épisode. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Bonjour Benjamin. Bonjour. Nous sommes très contentes de vous rencontrer ici au Jumping de Bordeaux. Alors, avant de vous présenter, je vais vous raconter une petite anecdote. Aujourd'hui, j'ai raconté à tout le monde qu'on allait enregistrer Benjamin Ayo, qu'on allait se lancer dans l'attelage, et qu'on n'y connaissait rien du tout. À tel point qu'on ne sait même pas à quoi servent les personnes qui sont derrière vous. On a su que ça s'appelait des grooms. Donc, avant de commencer, on voudrait que vous répondiez à cette question. En fait, l'attelage, c'est un des sports de l'équitation qui est un sport d'équipe. Parce qu'il n'y a pas de meneur s'il n'y a pas de coéquipier. L'attelage se pratique pas tout seul, c'est pas possible, de façon sécure. Donc, pour à la fois préparer des chevaux, puis assurer la sécurité. Je vous donne un exemple, si un cheval est attelé à une voiture, il baisse sa tête, il se gratte sur son antérieur, il débride. À ce moment-là, il vaut mieux être 2 pour gérer une situation comme ça. C'est un exemple. Et donc c'est pour ça que quand vous avez un attelage à 1 ou un attelage à 2, vous avez un groom avec vous. On l'appelle un groom, un coéquipier, vous l'appelez un peu comme vous voulez. Et quand on attelle des attelages à 2 lignes, c'est-à-dire un cheval devant l'autre ou 2 chevaux devant 2 chevaux, un attelage à 4, on a 2 grooms. On a un groom par ligne de chevaux. Donc leur rôle en compétition, le premier groom, celui qui est juste derrière le meneur, sur une épreuve comme vous allez voir demain, il fait office de copilote, comme un copilote en rallye. C'est-à-dire qu'on travaille les trajectoires ensemble et puis il va vous annoncer demi-tour, droite, 3/4, 45, enfin on a des codes comme ça, qui sont des façons de travailler la trajectoire comme un pilote de rallye. Et ensuite, celui qui est tout à fait derrière, lui est là pour stabiliser la voiture et faire qu'elle se retourne pas.
Voilà. Donc c'est un sport définitivement d'équipe. C'est un bon début pour commencer. D'accord. Donc voilà, vous l'avez compris, on est totalement néophyte dans le milieu de l'attelage et nous, ce qu'on a envie de savoir un petit peu déjà, c'est d'où vous venez, comment vous avez atterri dans le milieu du cheval et aussi comment vous avez commencé ou comment vous êtes arrivé jusqu'à l'attelage. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre histoire de cavalier, d'homme de cheval, même votre histoire peut-être professionnelle qui donnerait du sens jusqu'à votre arrivée aujourd'hui où vous êtes meneur de l'équipe de France et vous allez courir demain l'étape Coupe du Monde d'attelage ici à Bordeaux. Alors la rencontre avec les chevaux, elle n'a jamais été définie un jour. C'est une passion juste hallucinante de gamin qui ne supporte pas de passer près d'un cheval sans qu'on s'arrête, mais depuis gamin petit. J'ai eu la chance d'être élevé dans une ferme. Et mon père, pour nous faire sortir de cette ferme-là, nous a fait faire du spectacle de rue. Donc à ce moment-là, on ne travaillait pas avec les chevaux, il n'y avait pas de chevaux à la maison. Il y avait d'autres animaux, mais pas de chevaux. Et dans ces spectacles de rue, on faisait du jonglage, de l'acrobatie, de la danse, on faisait plein de disciplines artistiques, mais il n'y avait pas de chevaux. Ces spectacles-là sont devenus semi-professionnels. On a commencé à gagner de l'argent en faisant des spectacles. Et à 6 ans et demi, j'ai acheté mon premier cheval, qui est arrivé à la ferme au milieu des vaches, des chèvres, des animaux qu'il y avait à la ferme. Et parce que j'étais juste fasciné par ces animaux-là. Et de là, j'ai découvert le cheval pendant 1 an et demi tout seul, en faisant des expériences heureuses et malheureuses. Et je connaissais rien aux chevaux, donc j'ai choisi un cheval parce que je trouvais qu'il avait une belle couleur, dans un champ, chez un maquignon. Et puis le cheval est arrivé à la maison. Mes parents, je suis issu d'une famille on est 6 frères et sœurs, donc il n'y avait pas le loisir de dire on va commencer à organiser toute une stratégie pour que le petit se mette à cheval, pas du tout. Mais à la fois il n'y avait pas de contraintes. Si tu veux le faire, tu le fais, mais par contre tu assumes tout. À la fois le travail que ça génère, l'argent que ça coûte, etc. Et donc c'est parti, je vais à l'école primaire à cheval, j'ai le rêve d'enfant d'avoir un cheval qui soit à la fois un cheval qui peut sauter une clôture, nager dans une rivière, faire du dressage, se cabrer, se retourner, se coucher pour se cacher. Enfin, j'ai tout ça, tirer du bois pour aller faire une cabane. Enfin, tous ces rêves de n'importe quel gamin qui est élevé dans une ferme et qui se dit je vais jouer avec mon cheval. Et le cheval a commencé à rentrer là-dedans parce que c'est devenu d'abord celui avec qui je passais tout mon temps pour tout faire. J'allais à l'école avec, je revenais de l'école, on avait des travaux à la ferme à faire, des clôtures, des choses, machin. Donc le cheval tirait, portait, accompagnait tout ça. Et donc il a commencé à le faire en étant tenu, puis il a commencé à le faire en liberté, puis après il est devenu à faire partie de la vie quotidienne sans avoir besoin qu'on lui explique ce qu'il y avait à faire, puisqu'il avait compris son rôle, sa place, etc. Donc à 8 ans et demi, j'ai dit à mes parents que j'avais atteint un peu les limites, et puis je commençais à regarder un peu ce qui se faisait. Et on avait rencontré dans ces spectacles-là des gens de chevaux, un peu particuliers. Et je suis allé, mon père m'a dit très bien, je vais te faire rencontrer un grand dresseur de chevaux. En la personne de monsieur Jiménez, François Jiménez, son vrai nom. Et un grand homme de cheval qui est à la fois maréchal ferrant, qui dressait des chevaux, qui est enseigné, qui dressait des chevaux, dans toute forme de discipline et qui avait une particularité d'être capable de redresser des chevaux très compliqués avec des histoires un peu compliquées dans toutes les disciplines. Et je suis devenu un peu son énième enfant, on va dire, et puis j'ai travaillé pour lui toute mon enfance pour apprendre une équitation particulière. Lui était d'obédience olivériste, équitation classique, avec une équitation d'équilibre assez particulière. Et j'ai foncé là-dedans. Voilà. D'accord. Et donc aujourd'hui, si je ne me trompe pas, donc vous êtes chef d'entreprise, vous êtes instructeur, ouais. Écuyer. Il me semble que vous êtes aussi directeur artistique, ouais. Même à l'étranger. Ouais. C'est bien ça. Ouais. Donc j'ai des bonnes sources. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, justement, quel est votre métier, quelle est votre vie actuelle, comment vous faites pour gérer toutes ces casquettes et peut-être à quoi aussi ressemble votre quotidien? Hier j'étais sur un tournage avec Matt Damon. Ah ouais? Ouais, incroyable. Hier
Et aujourd'hui, vous êtes avec nous. Aujourd'hui, je suis avec vous et demain, on va courir la finale Coupe du Monde. Donc c'est un peu mon histoire. Je prends l'avion à la remise des prix d'Aix-la-Chapelle et 2 heures après, je suis avec 100 artistes pour la nuit des créations d'Equestria à Tarbes. Et c'est un peu ça. Mon aventure humaine et équestre, c'est de passer du sport de haut niveau à différents milieux artistiques. Et dans les milieux artistiques, en fait, j'ai une culture d'enfant de la balle. Donc tout ce qui est mime, danse, jonglage, acrobatie, travail aérien. Puis là-dessus, on a enrichi avec beaucoup de connaissances en éclairage, en projection, donc toute une connaissance de la scénographie, etc. J'ai dirigé pendant 6 ans Cavalia, cette compagnie canadienne. On a monté un spectacle qui s'appelle Odysseo, qui a tourné à travers le monde. Donc pendant 6 ans, on a tourné deux très gros, 2 monstres de spectacles à travers le monde. Après on a fait plein de créations, on fait du cinéma, on fait plein de choses en fait. On est toujours attiré là-dedans et je travaillais il y a quelques semaines avec des entreprises où on fait du coaching à l'intérieur des entreprises. Je développe des projets pédagogiques pour la FEI. Je m'amuse en fait à essayer d'articuler les relations humaines et les techniques équestres, essayer de comprendre ce que le cheval peut apporter à l'homme dans les différentes facettes qu'il propose. Dans ces différentes facettes-là, il y a évidemment la relation à lui, mais le fond de la relation à lui, c'est d'essayer de nous permettre de nous comprendre un peu mieux, de nous écouter un peu mieux, de s'écouter entre nous, etc. Et tout ça m'intéresse beaucoup. Parce que je pense qu'on n'a pas perdu juste la force motrice il y a un siècle quand on a eu le moteur à explosion et qu'on a enlevé les chevaux de nos vies. Mais je pense qu'on a perdu un savoir-vivre, un savoir-être qui était une obligation et qui faisait partie de la gymnastique que tous les hommes devaient faire s'ils voulaient se déplacer, s'ils voulaient travailler, s'ils voulaient cultiver, s'ils voulaient travailler dans l'industrie ou quoi. Le cheval était partout. Et quand on a perdu ça, on a perdu une relation à la terre, on a perdu une relation au temps, parce que le cheval nous obligeait à prendre le temps. On a perdu plein de savoir-vivre. Vous savez que manager, le terme manager, une équipe, ça vient du latin manager et c'est celui qui mène le cheval au manège avec sa main. Et c'est tellement évident. Plus on partage toutes ces expériences à la fois artistiques, sportives, mais toujours avec des chevaux, plus on comprend qu'en fait on s'est éloigné trop de ça et qu'il faut réapprendre il faut réétudier l'équitation dans son sens large, je pense, parce qu'elle a vraiment quelque chose à apporter à l'humanité. Et s'il y a autant de gens qui pratiquent et qui sont passionnés par ça, c'est bien parce qu'il y a une dimension au-delà de ce qu'on peut qualifier des fois d'être juste un sport. C'est super intéressant ce que vous nous dites là. Vous êtes un passionné de cheval ? Je pense, ouais. Je pense que je suis foncièrement passionné. Je me suis dit à un moment donné que c'était maladif. Je me suis dit, tu vas tellement t'en mettre qu'à un moment donné, ça va te caler un peu, ça va te faire reculer. Et plus je m'en suis mis, et plus j'ai découvert des aspects fantastiques, et plus je peux pas m'arrêter. C'est peut-être addictif, c'est peut-être... Mais dans tous les cas, c'est fascinant et c'est très riche d'expérience parce que justement, on est tout le temps en train de challenger ou des résultats sportifs, ou des résultats artistiques, ou des résultats dans la relation, dans tous les cas. Mon métier, c'est de pousser la relation le plus possible dans toutes les contraintes du monde, à travers les peuples et tout ça, et ça m'amuse beaucoup. Ouais. Je trouve ça très exaltant et c'était très très intéressant, très enrichissant. Vous avez pratiqué au fil des années presque toutes les disciplines de l'équitation. Je sais que donc vous êtes écuyer, vous avez pratiqué les 3 disciplines olympiques que sont le saut d'obstacle, le concours complet et le dressage. Il me semble que vous avez aussi pratiqué l'équitation américaine. Oui. Comment et pourquoi vous êtes retourné vers l'attelage ? C'est un moment de ma vie assez particulier, la décision de partir en compétition en attelage. Je faisais du dressage et du CSO, j'étais basé en Allemagne et au Luxembourg, il y a à peu près 25 ans.
Et à ce moment-là, ce que je rencontrais en dressage pur me plaisait pas. L'équitation des gens qui gagnaient en compétition n'était pas une équitation qui me parlait. Jusqu'au point de me dire, si pour faire du dressage il faut faire ça, il faut sortir du système de compétition. On continue à dresser nos chevaux montés. Mais évidemment, on a quitté à ce moment-là la compétition de dressage pour ça. Dans le CSO, je trouvais pas humainement, ça résonnait pas trop. Je trouvais que c'était très individualiste. En tout cas, comment ça se pratiquait. J'étais en plus dans un pays étranger. Je parlais pas encore la langue, etc. C'était compliqué. Donc je l'ai vécu un peu comme quelque chose de très individualiste. Et je travaillais tous mes chevaux dans la traction. Parce que depuis gamin, en fait, tous mes chevaux, je leur ai toujours fait tout faire. Comme on prépare un sportif en faisant de la natation, de la musculation, de la sophrologie, des assouplissements, du yoga, etc. Même que ça soit pour en faire un sprinter, un nageur, il va élargir son champ d'action physique et mentale. Et je faisais la même chose avec les chevaux. Je disais, moi, ils sont peut-être pas aussi bons que les autres, ils sont peut-être pas aussi beaux, ils sont peut-être pas aussi performants intrinsèquement. Et par contre, on va essayer de faire tellement de trucs, de développer la relation de tellement de façons différentes et développer le corps de tellement de façons différentes qu'on va réussir à dépasser les limites de ce qui a priori est la limite de cet homme et de ce cheval. Et ça a donné plein de résultats, et ça donne plein de résultats qui sont super intéressants. Et en plus, ça crée du plaisir, parce que le haut niveau est associé à la dureté. Je pense que le haut niveau doit être associé à la possibilité d'aller plus loin dans le plaisir. C'est-à-dire que la possibilité de dire aujourd'hui, notre programme c'est ça, puis demain c'est autre chose, et après-demain c'est autre chose. Et quand on a bouclé la boucle, en fait on a construit le haut niveau. On a construit une gymnastique physique et une gymnastique mentale pour le cheval qui tient compte à la fois de son physique et de son intégrité mentale. Et ça c'est pour moi le plus important, la seule chose à défendre dans l'équitation. Simplement, je crois que c'est vraiment le truc le plus génial, c'est de prendre en compte l'état d'esprit du cheval. Ça paraît une évidence pour tout le monde, et une fois qu'on rentre dans le faire et dans la performance, tout le monde oublie qu'en fait le cheval est plus que le premier participant. C'est lui qui fait. Le cavalier est celui qui orchestre la chose, mais c'est pas lui qui fait, c'est le cheval qui fait. Donc si on arrive à avoir un cheval copain au lieu d'avoir un cheval esclave, on va beaucoup plus loin. On prend beaucoup de plaisir. Le cheval dur, il a une carrière extraordinaire et en longévité. Et le cavalier, tous les jours, s'amuse parce qu'il partage avec un ami et il n'est pas en train d'essayer d'en faire un esclave. Ça veut dire qu'il faut se poser cette question-là sans cesse et de se dire, à chaque fois qu'on utilise une technique, qu'on a une démarche, qu'on a une action sur le cheval, c'est de se poser la question si on est capable de se regarder dans le miroir ou pas. Est-ce que ce qu'on a fait, on a l'impression qu'on a le droit de le faire? Ou ce que l'on a fait, est-ce que quand même on est allé chercher quelque chose qu'on n'aurait pas dû? Voilà. Ça me parle beaucoup ce que vous nous dites là, parce qu'on aborde de plus en plus ce sujet. Je me détache un peu des fils des questions qu'on avait préparées. Mais c'est vrai que de plus en plus on parle de bien-être animal dans notre sport. Saut d'obstacles, dressage, complet, toutes les disciplines confondues. Est-ce que vous, en attelage, vous avez aussi, je vous le redis, on est complètement néophyte, mais est-ce que vous avez aussi ces problématiques-là qui se posent, dont on parle de plus en plus et qui avancent ou pas? Oui, je pense que le sport évolue dans un sens positif dans cette discipline-là. Suffisamment vite, non, de façon évidente, mais je pense que c'est une démarche qu'il faut aborder de façon plus large. C'est-à-dire qu'on parle souvent des cavaliers, Moi, j'arrête pas de dire, attention, un cavalier monte un parcours en CSO qui a été dessiné par un chef de piste. Si vous mettez une difficulté trop complexe, vous amenez les chevaux et les cavaliers à des choses qui sont peut-être immorales. Après, de dire que c'est le cavalier qui est seul responsable de ça, je pense que c'est dangereux. Donc je pense que c'est une réflexion globale qu'il faut avoir, qui va de la façon dont on garde les chevaux à la maison. Est-ce qu'on les garde en écurie? Combien de temps sont-ils dedans, dehors? Combien de temps travaillent-ils? Quelle est la façon de gérer
le cheval dans son corps et dans sa tête, et en allant encore plus loin dans la maréchalerie, dans l'alimentation, dans toutes les formes de contact au cheval. Et à partir de là, on s'aperçoit que si il peut pas y avoir un changement de façon de penser cette problématique-là, si on raisonne pas les détails de tout ce qui la compose, si on n'arrive pas à un moment donné à se dire que certaines pratiques de maréchaux font partie de cette et vont trop loin dans ce qu'on peut être considéré comme de la maltraitance. Certaines actions de cavaliers sont de la maltraitance, certains usages de certains outils sont de la maltraitance, certaines façons d'alimenter les chevaux, de les garder à l'intérieur, etc., c'est de la maltraitance. Et à la fois, tous les gens qui sont à l'intérieur de ça ne sont pas conscients de ça, parce qu'ils sont juste une petite partie de la relation au cheval. Et je pense qu'il faut prendre du recul, essayer qu'on regarde le cheval avec plus de distance, en se disant, non Dieu, ce que l'on a la chance de côtoyer tous les jours, c'est pas un animal extraordinaire. C'est quand on redéfinit la noblesse de la conquête de l'homme. Au début, quand j'étais petit, je me disais, ouais, on dit qu'il est noble parce qu'il est beau, parce qu'il est grand, Et plus je grandis et plus je m'aperçois que cette noblesse-là, elle dépasse très largement sa posture, sa façon de bouger, sa force. Mais qu'elle est vraiment dans ce qu'il peut susciter chez l'homme, dans sa réflexion, dans sa recherche et dans ce qu'il va générer chez tous les gens qui sont dans le salon. Parce qu'en fait, on est tous attirés par les chevaux, parce qu'il y a quelque chose qu'on a un peu de mal à expliquer, qui est un peu... Les gens de l'extérieur nous prennent pour des fous, parce qu'on est capable d'y consacrer tout notre temps, tout notre argent, toute notre énergie, de sacrifier tellement de choses pour les chevaux, qu'à un moment donné, ils se disent qu'on est cinglés, mais en fait, ce que l'on va chercher là est bien spécifique. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont dans le respect de leurs chevaux que de gens qui sont dans un système de maltraitance. Après, il y a un système de compétition qui est ce qu'il est. On sait les qualités et les défauts de la compétition. Moi, je raisonne la compétition comme une façon de me proposer un jeu pour vérifier si mes chevaux et moi sommes prêts ce jour-là, à cette heure-là, à faire une performance ou pas. Et c'est une façon de valider, oui, on est prêt, non, on n'est pas prêt. Mais c'est pas une compétition par rapport aux autres. La seule compétition qui existe, c'est celle qu'on se met soi-même par rapport à un objectif. Donc de là, ça dépassionne le rapport, parce qu'une fois qu'on est en compétition par rapport aux autres, comment est-ce que je peux vouloir me battre avec quelqu'un et puis vouloir aimer mon cheval? Ça marche pas l'histoire. En temps réel, je veux dire en même temps. Donc je pense que c'est la conception à la compétition, c'est pas la compétition le problème. Justement, vous disiez que à chaque fois que vous veniez dans une compétition, vous essayez vraiment de laisser vos chevaux plutôt libres et de jouer en compétition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est-ce que vous entretenez les chevaux tous les jours, leur planning de travail, comment est-ce que ça se passe dans l'attelage et chez vous aussi en particulier, parce que ça nous intéresse. En fait, le principe, moi, c'est la transversalité des disciplines. C'est-à-dire que tous les chevaux vont faire de la liberté, vont faire du travail à pied, vont être montés, vont être attelés, peuvent faire des longues rênes, peuvent travailler, aller au marcheur, parcourir toute forme de gymnastique à la longe, être simplement mis en troupeau, etc. Donc on essaye de sociabiliser les chevaux et de les mettre dans des vies collectives. C'est-à-dire qu'ils peuvent sortir d'un championnat du monde et partir en troupeau, rebondir après en spectacle, revenir après, et tout ça, sur des journées qui vont se succéder. Le principe de fond, je pense, un cheval a besoin de bouger, il a besoin de vivre, il est grégaire, il a besoin de vivre en collectivité. Donc on doit porter une attention, dire travailler un cheval. Déjà, c'est imaginer si moi je disais, on va se rencontrer, puis je vais vous travailler. C'est quand même déjà se positionner de façon bizarre. Essayer de faire un truc ensemble, partager une expérience de fou, nager au travers d'un lac, galoper dans un champ, mais c'est pas du travail. Parce que dès que vous mettez la notion de travail dans notre culture latine, la notion de travail elle est associée à la dureté, à la difficulté, pas à l'effort dans le sens noble du terme, mais plutôt dans le sens tragique du terme. Donc c'est vraiment de dire on rentre dans quelque chose de dur. Le travail c'est dur, le travail. Je vais travailler demain, tout le monde fait la gueule.
D'accord ? Moi, je travaille pas. Et tout le monde dit que je travaille comme un fou. Mais j'ai jamais travaillé. Et j'essaye de proposer aux chevaux quelque chose où on est là et on dit, il y a de l'exigence, il y a de la précision, il y a tout ça. Mais tout ça n'est pas associé à une notion ou de dureté, ou de violence, ou de quelque chose qui est un labeur, quoi. Non, c'est pas un labeur. Et il faut pas que ça le soit, parce qu'une fois que vous commencez à considérer que la relation à l'autre, c'est pour aller faire quelque chose qui va être de toute façon taxé de travail, vous vous emmanchez déjà dans un chemin qui fait qu'à un moment donné, vous allez exiger, puisque c'est un travail. C'est un travail, donc je vais l'exiger, je vais pas le demander. Et la différence, c'est rien. Je peux vous dire, s'il vous plaît, on pourrait passer du temps ensemble. Je peux vous attraper par les cheveux et puis vous amener ici. Le résultat est le même, a priori. Sauf que dans un cas, si je vous lâche, vous allez partir. Et dans l'autre, peut-être vous serez content de revenir. Ça change tout. Et je crois qu'il faut réfléchir ça comme ça. Et les différentes disciplines sont en fait des jeux qui nous permettent de ne pas jouer toujours au même jeu. Le cheval d'obstacle peut faire autre chose que sauter. Le cheval de dressage, autre chose que dresser. Le cheval d'attelage, autre chose que faire de l'attelage. Le cheval de liberté, autre chose que de la liberté. Donc, amusons-nous et essayons d'aller découvrir ce que les autres disciplines peuvent apporter physiquement aux chevaux et mentalement. Parce que si on le fait en sportive humaine, si on prépare les athlètes pour aller au jeu en les développant physiquement, en faisant plein de disciplines, et qu'on ne le fait pas avec les chevaux, c'est qu'on est un peu en retard. Ouais, je m'identifie beaucoup à vos propos. Alors, je vais faire une mini-minute très pédagogie, parce que du coup, on s'est renseigné avant de vous rencontrer. Donc, vous êtes un meneur. Les personnes qui vous accompagnent sont des grooms ou des coéquipiers. Vous êtes sur une voiture. Et l'ensemble est un attelage, c'est bien ça ? Voilà, d'où le nom de la discipline. Et donc, si on pouvait prendre une petite minute là et vous donner l'opportunité d'essayer de rallier peut-être un maximum de personnes, parce que les gens qui vont nous écouter sont majoritairement quand même issus des grandes disciplines, pour essayer de leur dire que l'attelage, c'est vraiment chouette et que ça vaudrait peut-être le coup de s'y pencher un petit peu, peut-être de le tester, en tout cas d'essayer de le découvrir. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour essayer justement d'inciter un maximum d'amoureux d'équitants et d'amoureux du cheval à venir découvrir votre discipline ? La première des choses, c'est déjà d'être capable de vivre un moment où on va partager. Je vous donne l'exemple de ce matin. On a fait une gymnastique sur les chevaux qui vont courir demain. Et donc ce matin, on était 3-4 sur la voiture en tout. Et il y avait quelqu'un avec nous qui n'était pas de la partie, qui était la personne néophyte dont vous parliez tout à l'heure. Et on était capable d'expliquer comment est-ce qu'on mettait les 2 chevaux de volet, donc les 2 chevaux avant, en épaulant dedans, alors que les 2 arrières restaient droits. Comment est-ce qu'on pouvait faire partir les uns au galop, garder les autres au trot, comment on pouvait faire l'inverse, comment est-ce qu'on abordait les courbes, comment on accélérait, ralentissait, comment est-ce que les chevaux écoutaient. Comment est-ce qu'on fait pour que les chevaux écoutent qu'on puisse donner un ordre que tous les chevaux écoutent, ou un ordre qu'un seul cheval écoute. Comment est-ce qu'on fait pour relâcher toute cette mécanique quand elle a été tendue à l'extrême. Comment est-ce que toutes ces choses-là, l'attelage, c'est la possibilité de vivre ça humainement. Vous découvrez de l'attelage, vous êtes cavalier, mais vous avez un rapport à la chute qui est un peu machin, parce que vous avez des enfants, parce que vous avez un métier, parce que vous avez des responsabilités, vous voulez pas vous lancer, vous machin. L'attelage est une opportunité pour ça. Elle peut être faite à partir du moment où c'est bien pratiqué, c'est comme l'équitation, c'est assez sécure. Si c'est mal fait, ça peut faire des vraies catastrophes. En équitation, vous tombez, un attelage, lui, quand vous tombez, il s'en va. C'est la problématique de l'attelage. Le cheval a l'impression que la voiture qui lui est attachée est un animal qui le chasse, qui le poursuit. Donc en fait, comme il est attaché, vous comprenez bien que ça finit toujours mal l'histoire. Donc il ne faut pas que ça parte. Mais pour pas que ça parte, il faut développer la relation au cheval de façon à ce que ça soit logique pour lui, que la voiture c'est pas dangereux et que vous n'êtes pas là pour autre chose que lui faire du bien. Et à partir de là, vous pouvez partager ça. C'est vachement intéressant de pouvoir dire venez avec moi sur la voiture, je vais vous montrer quelle sensation ça donne. En équitation, avant de faire ça, il faut déjà être assis pendant des années pour pouvoir
partager un mouvement équestre, pour pouvoir partager quelque chose d'intensif, il faut déjà avoir une expérience de fou. Ce que vous allez pouvoir proposer en équitation est très réduit. C'est aussi pour ça que le travail à pied marche aussi fort. C'est que quelqu'un qui n'est pas capable de monter peut avoir des sensations dans la relation. Peut avoir la sensation d'avoir un cheval, 2 chevaux, 3 chevaux qui le suivent, de leur faire des choses sans utiliser d'outils, sans tenir, sans machin. Et ces sensations-là marchent et apportent quelque chose. Et en attelage, on peut faire ça, mais on se rapproche plus de l'équitation, puisqu'on peut aller dans tous les mouvements. On fait des épaules en dedans, on fait des changements de pied, on fait des allongements, on fait des arrêts, on recule, on part, on change de pied rapproché, on fait tout ça. Et l'attelage, c'est attelage à 1, attelage à 2, attelage à 4, avec des poneys, avec des chevaux, il n'y a plus de limite d'équidés, etc. Donc c'est en fait ce que tous nos grands-parents, arrière-grands-parents maîtrisaient beaucoup. Et on n'a plus aucune idée de ça, mais vous avez croisé un jour dans votre vie quelqu'un qui vous a dit « Oh oui, j'avais ça, on avait un cheval pour travailler ça, et on faisait ça. » Et souvent, ils en parlent avec beaucoup de nostalgie. Et alors qu'on leur a proposé une machine qui mangeait plus, qui s'éteint, qui travaille plus vite, mais quand même, ils parlaient du cheval toujours avec de la nostalgie. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et l'attelage, c'est ça, tout simplement. Je crois que vous allez en convaincre quelques-uns, en tout cas. Dans une interview à l'Éperon que vous avez donnée il y a quelques jours seulement, vous avez dit ces mots-là. La compétition est contraignante parce qu'elle est exigeante. Il s'agit aussi de regrouper 4 chevaux, 4 histoires, de les rassembler. Ils doivent trouver un équilibre avec la même façon de penser, et c'est cela qui rend notre travail passionnant. De cela, je me suis demandé comment est-ce qu'on réussit justement à trouver cet équilibre entre les chevaux, et finalement, comment est-ce qu'on choisit un cheval d'attelage ? Est-ce qu'il y a certaines caractéristiques qui sont indispensables ou pas du tout ? C'est une super question. J'ai une façon de concevoir ça de façon un peu bizarre. Il y a plein de gens qui me demandent comment est-ce que vous choisissez vos chevaux. Je les choisis pas souvent. Et quelle que soit la discipline, que ce soit pour faire du grand spectacle ou de la grande compétition, quoi. Moi, je rencontre des chevaux comme je rencontre des gens, on croise les yeux, et on est parti. Et on part dans une aventure géniale et on bâtit. Parce qu'en fait, quand vous avez un cheval qui a de l'énergie, tout le monde dit putain, il va trop vite, il tire, il machin. Et moi je dis super, il va à fond. D'accord ? Au lieu de dire il va trop vite, je dis super, il va à fond. Le jour où vous avez un calme, vous entendez ouais, il avance pas. Moi je dis il bouge pas. C'est génial, il bouge pas. Maintenant on va lui apprendre à avancer. Mais là il bouge pas. Par rapport à l'autre qui bouge, celui-là il bouge pas, donc c'est génial. Et si on arrive à partir de ce que le cheval a comme qualité, en fait, après, il faut remplir ce qui lui manque. Mais un qui va trop vite, il va falloir lui apprendre à aller doucement. Un qui va doucement, il va falloir lui apprendre à aller vite. Un qui va souple, il va falloir lui apprendre à aller droit. Un qui va droit, il va falloir lui apprendre à aller souple. Un qui est courageux, il va falloir lui apprendre souvent à être... quand même à rester en vie, donc à prendre un peu de conscience. Celui qui a peur de tout, va falloir lui donner du courage. Donc quand je dis que les chevaux, en fait, l'intérêt de l'attelage à 4 par rapport à l'équitation quand on monte un cheval, c'est de dire, une fois qu'on a rassemblé 4 chevaux, qui ont à peu près la même robe, peut-être à peu près la même taille, c'est de ne pas les choisir parce qu'ils sont pareils, mais c'est de les choisir parce qu'ils sont différents. Alors au début, c'est le bordel, parce que quand vous avez... c'est comme si on disait, bah, tiens, on va faire une réunion, puis on va prendre un musulman, un chrétien, et on va mélanger à la fois des cultures, à la fois des façons de penser, à la fois des religions, à la fois tout ça. Au début, ça va être compliqué. Par contre, il n'y a pas un autre groupe que celui-là qui pourra être aussi riche et avoir autant de réponses devant un problème. Parce qu'ils ont des points de vue différents, parce qu'ils ont des points de force différents, parce qu'ils ont été élevés de façon différente, ils ont été nourris de façon différente, mais ce sont tous des hommes, ils font à peu près tous 1m80, ils font machin, ou ce sont tous des filles, ou ce sont des filles et des hommes, mais ça peut s'harmoniser dans le mouvement, hein, dans les rayons osseux, dans la biomécanique. Donc, au lieu de prendre la différence comme une problématique et comme quelque chose qu'on va combattre, moi je fais que de la cultiver.
Alors des fois je me dis, je dois être un peu cinglé parce que je vois les gens avoir peur de la différence. Et en fait, moi, je la recherche en permanence. En permanence pour cette raison-là. Parce que quand vous mettez à la même table des gens différents, vous avez une discussion passionnante. Quand vous mettez les mêmes personnes à la même table, une fois qu'on a parlé du sujet qui nous intéresse, souvent il y a des blancs. Alors que là, dans la différence, il n'y a jamais de blancs. Donc quand on fait un attelage à 4, j'aime aller chercher les différences. Et j'aime laisser le cheval fort cultiver les autres chevaux et leur apprendre à être fort. J'aime mettre un danseur dedans qui va faire danser tout le monde. J'aime prendre un délinquant qui a aucune limite dans sa tête et qui va amener les autres à se dépasser. Et j'aime amener un qui est super malin et qui va amener les autres à être super malin. Celui qui va se détacher, qui va qui va être capable de faire semblant de bosser, est génial. Il est génial parce qu'il va donner une conscience. Il va donner une maîtrise aux autres chevaux. Le délinquant va leur donner un courage, une possibilité de dépasser la règle, là où il n'y a rien où sont toutes les limites, quoi. Petit entracte dans cet épisode. On espère que ceux qui nous ont demandé des épisodes plus longs sont satisfaits. Pour notre part, on ne s'est pas ennuyé une seule seconde en écoutant Benjamin. Pour rappel, c'est la Micelle qui a souhaité soutenir cet enregistrement. Cette marque est, depuis 2 saisons, fournisseur de l'équipe de France, notamment pour les disciplines olympiques, et s'est engagée à soutenir des circuits internationaux comme le Longines Master à travers le monde, ou en France avec le Grand National FFE et l'Amateur Gold Tour. Et puis, nous tenions à remercier tout particulièrement la Micelle qui nous a gâtés, Lorlaï et moi, en nous offrant quelques cadeaux que l'on vous montrera en action sur nos réseaux sociaux. Mais ce n'est pas tout puisqu'ils ont décidé de vous offrir un petit cadeau à vous aussi. Alors rendez-vous sur notre compte Instagram dans quelques jours. 2 autres choses très importantes. D'une part, dans les minutes qui suivent, des personnes sont entrées dans la salle d'enregistrement pour démonter du matériel. Nous pensions couper ce moment-là, pendant lequel le son sera évidemment moins qualitatif, mais nous avons trouvé que les propos de Benjamin étaient trop pertinents pour les couper. Du coup, on espère que vous ne nous en voudrez pas trop. D'autre part, et évidemment, nous ne pouvions pas ne pas évoquer cette période difficile que nous sommes en train de traverser. Comme vous le savez, le coronavirus auquel le monde fait face se propage très rapidement, et il en va de la responsabilité de chacun de se protéger et de protéger votre entourage. Alors s'il vous plaît, restez chez vous le plus possible. Gardez une certaine distance avec les gens que vous rencontrez, n'allez pas voir ni vos amis ni vos grands-parents. On sait aussi que la plupart d'entre vous, comme nous, avez des chevaux à sortir. Alors si la suite des événements nous le permet, allez sortir rapidement petit tonnerre, n'empruntez pas le matériel des autres et faites au mieux pour que tout le monde reste en sécurité. Enfin, on pense évidemment à tout ce secteur qui est ébranlé par cette crise sanitaire. Les cavaliers, organisateurs de compétition, ostéos, soigneurs et évidemment toutes les marques qui font vivre nos sports équestres. En ce qui nous concerne, nous avons encore 2 épisodes que nous avions enregistrés à Bordeaux. Et ensuite, nous ferons au mieux pour vous proposer du contenu. Je crois que j'ai beaucoup trop parlé et je pense que vous préférez écouter Benjamin. Alors on reprend. On va peut-être attendre 2 secondes. On fait juste une pause du coup. C'est passionnant ce que vous nous racontez. Ouais, carrément. Ouais. Ouais, vraiment. C'est assez disruptif par rapport à ce qu'on est capable d'entendre. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on a à chaque fois des points de vue très différents, etc. Mais je pense qu'on va très loin dans la réflexion. Ça va être intéressant. On a peur. Je pense qu'il y a beaucoup de mauvaise foi, mais c'est pas de la mauvaise foi de la part des équitants, et je me compte aussi dans le lot, dans le sens où on dit mais non, je m'en occupe super bien de mon cheval, mais non, il est heureux, et en fait c'est compliqué quand même pas vraiment compte. D'accepter aussi de remettre peut-être aussi en question tout ce qu'on a toujours appris, tout ce qu'on fait depuis le début, et de se dire bon alors comment je fais maintenant, parce que mon cheval est dans un box 24/24, donc quelle décision je prends pour sortir de ce schéma-là, et ça va bouleverser tout ce que j'ai toujours fait et Mais c'est ça qui est génial. Bien sûr, mais c'est ça, et c'est aussi des discussions comme on va pouvoir avoir. Vous savez, j'ai à la maison des chevaux qui font du haut niveau, qui ne m'appartiennent pas, qui sont à des gens qui font du haut niveau avec. Et je leur dis, c'est maintenant le moment de faire un troupeau avec des chevaux de valeur. Mais attention, on va pas les prendre et les jeter dans un pré. C'est pas ça qu'on fait. On va les travailler individuellement en liberté. Ça, je pense que c'est quelque chose aussi à éclaircir, parce qu'on peut passer de l'idée Exactement. on passe de 24h24 sur un box à on les met en troupeau et je te jette et il y a vraiment un... Moi, j'ai des chevaux qui font les plus grosses épreuves du monde et qui vivent en extérieur et qui sont dedans parce que le sol ne permet pas qu'ils restent dehors.
mais ils sont nourris de façon plus pointue que la majorité de chevaux. Ils sont nourris de façon plus pointue, ils sont cool. Mais comme ils vivent en groupe, toute la frustration que ça peut générer. Imaginez 2 secondes que je dise « Ah, super, vous allez habiter dans les toilettes. » Et vous ne verrez personne. Parce qu'habiter dans les toilettes encore, on passe. On est à 2, à 3, on s'arrange, machin, c'est toi qui t'assois, non, moi je m'assois par terre, toi t'es debout, moi je me mets sur la fenêtre. On peut presque finir par réussir à s'amuser dans les toilettes, d'accord ? Mais tout seul. Tout seul pour un animal qui est grégaire. C'est borderline quand même. J'avais envie de rebondir par rapport à ce que vous disiez sur les propos d'Arnaud Boitteau. Je ne sais pas si vous avez suivi en fin d'année dernière les assises de la filière. Et Arnaud, dans une interview pour Ouest France, je pense, disait en fait, l'objectif qu'on devrait tous avoir et qu'on a tous, c'est de faire adhérer le cheval à un projet commun. Est-ce que c'est comme ça que vous percevez les choses par rapport à l'équitation et à l'attelage, en fait, à toute l'utilisation du cheval à des fins de loisirs ou sportives ? Je pense que c'est le seul intérêt de l'équitation. Je pense que si on fait de l'équitation sans penser, essayer de faire adhérer le cheval à notre projet, quel qu'il soit, eh ben on passe à côté de la merveille de l'équitation. C'est-à-dire qu'on passe à côté de tout ce qui peut nous rendre heureux. Si on n'est pas en train de réfléchir pour que le cheval soit heureux quand il est en train de faire quelque chose avec nous, il vaut mieux prendre un quad, une moto, une bagnole. Et on sera beaucoup plus... Il n'y aura pas de sentiment là-dedans, il n'y aura pas de tromperie. On fait de la mécanique, très bien, on la casse, on la répare, on change des pièces, ok, pourquoi pas. Mais le fait de mettre un être vivant là-dedans et d'essayer de le mécaniser, à ce moment-là, c'est tellement dommage. C'est parce que moi, je veux son cerveau, je veux son cœur, je veux tout. Je veux que tout participe. Je veux tout partager avec lui. C'est ce qui m'intéresse. Sinon, je ferai du quad. Mais je garderai pas 30 chevaux à la maison. Je ferai pas ça. Ça n'aurait aucun intérêt. Donc, je pense que vraiment, c'est pas. Il faut pas traiter, je pense, ou raisonner ça en disant les gens qui sont là-dedans sont des mauvaises personnes. Non, je pense que c'est des gens... Vous savez, quand l'équitation elle a été apprise, il y a 30 ans, 40 ans, dans les clubs, il y avait un monsieur qui était souvent issu du système militaire, qui hurlait sur tout le monde, et tout le monde trouvait ça normal. D'accord ? Maintenant, on trouve ça beaucoup moins normal. Donc maintenant, on l'accepte un peu moins. Ça existe toujours, mais on l'accepte un peu moins. On dit quand même, non, ça va plus. Avant, c'était la norme. Vous saviez quelqu'un qui hurlait, qui vous traitait n'importe comment... Ça a fait des très bons cavaliers, mais ça a fait tellement de gens qui sont partis en courant et qui n'ont pas découvert l'équitation. Donc, ce qui est normal, vous savez, il y a 200 ans aux États-Unis, l'esclavage, c'était normal. Et il y avait plein de gens qui avaient des esclaves et qui pensaient que c'était normal, et que c'était le sens normal des choses. Et maintenant, on dit, non, l'esclavage n'est pas normal. Le droit de vote de la femme, c'était normal. Il y a 70 ans, c'était normal que les femmes ne votent pas. Et maintenant, on ne peut même pas imaginer qu'elles ne votent pas. Mais il y a quand même des pays dans lesquels elles n'ont pas le droit à la parole. Donc, c'est vraiment notre position par rapport à la norme. C'est que ça. Donc, c'est pas de dire... Je pense que la façon d'amener le truc, c'est de faire découvrir une équitation dans laquelle on prend plus de plaisir à jouer avec un copain. On sera plus performant si on est compétiteur. Parce que ça paraît assez logique de dire que si le cheval est avec vous, il va sauter plus haut, il va aller plus vite. Que si c'est votre esclave, et qu'à un moment donné, vous l'amenez au point de rupture, là où il faudrait vraiment qu'il se dépasse, il ne va pas se dépasser. Si à un moment donné vous êtes en péril, il va en profiter. Il ne va pas vous donner. Il ne vous donnera que si vous êtes en relation avec lui, dans une relation normale. Je ne parle pas de trucs... ultra compliqué. Je dis juste de prendre en considération l'état d'esprit du cheval dans le mouvement. C'est compliqué parce que le cheval va vite, donc il nous fait peur. Donc on veut le maîtriser, mais on le maîtrise en le lâchant, pas en le tenant. Et c'est ça toute la difficulté de l'équitation. Et en plus de ça, nous qui réfléchissons pas trop, je pense, en plus de ça, on les enferme pour que quand on monte dessus, ils soient encore plus là-dedans. Parce que vous laissez un cheval à l'extérieur, puis vous montez dessus, et le même cheval, vous le mettez dans un box et vous montez dessus, c'est pas le même cheval. C'est pas le même cheval. Et ce même cheval
qui a rien demandé à personne, va à un moment donné se retrouver à fuir juste parce qu'il a besoin de bouger, parce que c'est comme de dire à un enfant assis-toi qui est resté assis pendant 8 heures. Moi je dirais non, va courir. Mais vas-y, cours surtout. Et de dire le cheval le même cheval quand il est lâché un peu à l'extérieur et qu'il a une vie de cheval normal, quand vous montez dessus, il est déjà métamorphosé, on n'a rien fait, on parle même pas de technique là. On parle pas de technique équestre. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous étiez en train de dire. Moi, je partage franchement à 100% ce que vous nous dites là. Le seul peut-être reproche que je peux faire, c'est que comme quand on parle d'écologie, comme quand on parle de plein de choses, ça peut avoir un discours un peu culpabilisant pour les équitants. Mais faut redire ce que vous nous avez dit, c'est que on a appris comme ça. Voilà, on a appris en nous crier dessus, on a appris en mettant un cheval dans un box. Alors moi je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, dans le Bien sens sûr. du bien-être, mais il faut aussi se dire que c'est pas non plus de la faute de tout le monde, quoi. Non, mais je vais plus loin que ça. Moi je considère qu'il n'y a pas un cheval qui est fautif et je considère qu'il n'y a pas un cavalier qui est fautif. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations dans lesquelles un cavalier, pour sauver sa vie, va rester pendu aux rênes. Parce qu'il a été mis dans cette situation-là. Parce qu'on lui a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire. Parce qu'on l'a fait emboucher le cheval de façon de plus en plus dure et que maintenant il n'arrive plus, c'est une impasse. Parce qu'on n'a jamais pris le temps de peut-être lui faire découvrir le cheval à pied. Parce que tout le monde garde le cheval dans un box, donc je vais faire des box. Ok ? Donc, c'est tout simplement de réussir à prendre un peu de recul et à dire j'essaye de revisiter ma conception par rapport au cheval. Et les gens qui essayent de partager une relation, si on commence à dire attention à la maltraitance, il faut arrêter tout ça, c'est très dangereux dans le sens où ça voudrait dire qu'après dans les relations humaines, on peut plus se parler, on peut plus se toucher, on peut plus se regarder, on peut plus échanger presque, parce qu'à un moment donné, elle est où la limite, le non-respect, il est où? Là je vous parle, je suis à 1m50 de vous, je me rapproche de 15 cm, est-ce que je suis dans le respect encore? Et il y a bien pourtant un moment où quand je me rapproche proche de vous, vous allez vous sentir agressé. Donc, elle est où la limite de ça? Donc de dire, parce que potentiellement le fait de discuter peut nous amener à être à cette distance-là, on va dire qu'on n'échange plus, je trouve ça dangereux. Donc, je pense moi qu'il n'y a pas un homme qui touche un cheval et qui se dit le matin en se levant, je vais lui casser la gueule et ça me fait du bien. Mais il se trouve dans des situations qui peuvent l'amener à ça. Et l'idée, c'est de dire, avec la plus grande pédagogie du monde, de trouver les solutions, les outils, parce qu'il y a des techniques. Ces techniques-là, on ne les a pas apprises, mais si on avait appris ces techniques-là, ça irait bien. Vous savez, moi j'ai vécu beaucoup au Canada. Et au Canada, j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens qui sont issus des tribus indiennes qui ont été parquées, d'accord, dans la colonisation des États-Unis. Et là, on rencontre une culture équestre ancestrale, géniale. Des façons d'éduquer les chevaux, génial. Je vous en donne un exemple. Pour monter un jeune cheval, au lieu de le monter sur la terre, on nage avec. On prend le contact dans l'eau, donc il n'y a pas de chute, il n'y a pas tout ça. Et puis progressivement, les gens le gardent dans l'eau. Le cavalier est dessus, il nage, et puis doucement, on l'amène à un endroit où il est à pied, et puis doucement, il se retrouve à cheval, et puis la transition est faite, et c'est fini. Donc c'est un exemple. Mais voilà, c'est une réflexion. Des gens se sont posé la question et ont dit comment on fait pour monter ce fantastique animal-là sans se tuer. Donc il y a eu cette réflexion-là. C'est un exemple. Mais il y a une recherche là-dedans. Donc si on ouvre un peu les portes à ça et on dit, ok, comment est-ce qu'on fait pour pas se retrouver pendu aux rênes? Comment est-ce qu'on fait pour pas se retrouver en péril en équitation? Pourquoi est-ce que les gens se font taper par leurs chevaux? Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces accidents tous les jours? D'accord? C'est pas parce que les gens aiment ça, c'est par un manque de connaissances. Et des connaissances qui apportent avec au milieu la relation au cheval. Avec le but, c'est de dire ce que je veux faire avec toi, est-ce que tu l'as compris? Et si le cheval l'a compris de façon évidente, il va être capable de reproduire ça et puis il va prendre sa place là-dedans et puis il va devenir super fort. Parce qu'une fois qu'un cheval a compris quelque chose
il va vous le donner pour vous faire plaisir. C'est là où c'est génial. Plutôt d'être obligé de le reforcer à refaire ce petit truc, ce petit mouvement, cette petite chose. Vous pouvez lui faire comprendre que c'est ça qu'il doit faire et il va se mettre à le faire tout seul. Et c'est vraiment cette orientation-là. Est-ce que le pas à faire, en tout cas, il serait pas du coup nécessaire qu'il soit fait par le corps enseignant? Est-ce que ce serait pas du côté de l'enseignement qu'on va trouver en tout cas qu'on va apporter ces réponses-là au public amateur? Mais moi je pense qu'en fait c'est ce genre de discussion, le fait de faire réfléchir les enseignants évidemment, le fait de faire réfléchir les chefs de piste, le fait de faire réfléchir les organisateurs de concours, les gens qui organisent des randonnées, les déteneurs d'équidés, le milieu des courses, etc. Je crois qu'il faut que ça soit une réflexion globale qui dit dans notre société actuelle, le cheval a une place extraordinaire. Cette place extraordinaire, nous devons la rendre aussi extraordinaire qu'elle est. Nous devons la mettre en valeur. Pour l'instant, on parle encore d'heures d'équitation, je crois qu'il faut qu'on dépasse ça. Je crois qu'il faut en fait prendre du recul et essayer de repositionner la relation au cheval. Dans ce qu'elle génère, dans le plaisir qu'elle génère, c'est la vraie question, c'est ça. Et pourquoi il y a 700 000 licenciés en France? Pourquoi est-ce que c'est une des fédérations sportives les plus importantes? Pourquoi? Oui, il y a un travail qui a été fait pour organiser ça. Mais n'empêche que c'est le cheval qui fait ça. Parce que sans cheval, il n'y a pas ça. Donc c'est cette notion-là. C'est cette réflexion-là, quand on a créé Odysseo pour la compagnie Cavalia, on l'a eu à fond. Aux États-Unis, vous avez des associations comme PETA, qui sont des associations protectrices des animaux en général, qui sont ultra virulentes. Et plutôt que de les affronter, plutôt que de fermer les portes, moi j'ai dit au contraire, venez passer du temps. Par contre, 24 heures sur 24, pendant le nombre de semaines que vous voulez. C'est-à-dire, venez voir, venez rencontrer les méthodes d'entraînement, les façons de faire, les façons d'alimenter, la façon de gérer des chevaux qui prennent l'avion tous les 3 mois pour changer de pays. Comment est-ce qu'on gère ça? Comment on organise ça? Comment on structure ça? Comment on prépare ça? Comment est-ce que les hommes sont préparés? Comment on travaille sur l'état d'esprit des hommes? Pourquoi est-ce que on fait faire des travaux en gymnastique, en danse à des gens qui sont palefreniers? Pourquoi est-ce qu'on les fait travailler en sophrologie? Pourquoi est-ce que... Pas juste parce qu'on a du temps à perdre, mais parce que le cheval, à un moment donné, ne se livre complètement dans la relation, comme les gens, une fois qu'il est en confiance. Et si la confiance, une personne à l'intérieur du circuit environnant du cheval, tous les gens qui sont autour de lui, s'il y a une personne qui trahit cette confiance-là, eh ben le tout explose. D'accord ? Cette confiance-là peut être j'ai gardé le cheval confiné trop longtemps. Donc ça génère des choses là. La personne rentre pour faire le box, elle sent un cheval agressif. Il n'est pas agressif, il a juste envie de bouger. Donc lui commence à la châtier pour ça, à châtier le cheval et à lui dire hey, tiens-toi à ta place, mais nom de Dieu, qui tu es et tout. Le cheval commence à répondre et puis c'est parti. On a créé un conflit à cause de rien. À cause juste d'un pauvre cheval qui a besoin de bouger parce qu'il est fait pour bouger. C'est comme un enfant, on lui dit assis-toi, je te punis de récréation. Moi je dirais non, va courir dehors. Et après la récréation, tu continueras à courir. Si je devais l'obliger à faire quelque chose, ça serait de courir et pas justement de ne pas courir. Vous nous disiez que vous travaillez avec la FEI sur des projets pédagogiques. Est-ce que c'est ça que vous essayez de mettre en place, faire un peu ouvrir les yeux aux équitants par le biais des hautes parties prenantes de notre sport? Je pense que moi je pourrais être à la maison et puis dresser mes chevaux et puis me régaler dans tout ça, mais je pense qu'il y a un moment donné, si les gens qui réfléchissent un peu à ça se donnent pas un peu dans ce sens-là, eh ben très vite on tourne en rond et puis on continue à reproduire et puis nos enfants vont reproduire et puis parce qu'on l'a toujours fait comme ça. Hein, c'est un peu ça le discours qu'on entend. Mais pourquoi tu fais ça? Mon père faisait ça. Ok, super, mais pourquoi? Et avançons là-dedans. Donc je pense que dès qu'on peut un peu participer à quelque chose, moi j'ai pas la prétention de changer. Il y a une chose en pédagogie que j'ai compris depuis longtemps, c'est que les gens qui réfléchissent un peu à ça se donnent pas un peu dans ce sens-là. Je pense qu'il y a un moment donné, si les gens qui réfléchissent un peu à ça
c'est que quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, essaye de le montrer. Démontre-le, et après on peut parler. Et déjà en le démontrant, il y a plein de gens qui reviennent et qui disent j'ai vu ça, j'ai trouvé ça beau. Ça m'a parlé. J'ai monté un cheval que vous avez éduqué là, j'ai vécu quelque chose. Démontre, fais, va te casser les dents, propose, essaye de partager, donne, fais des outils pédagogiques, discute, échange, prends-toi des coups. Prends-toi des coups parce que après, moi, quand j'arrive dans un système de compétition ou de spectacle et que je mets ça en avant, il y a 15 ans, on m'appelait le bisounours, quoi. Mais je dis, ouais, si vous voulez. Si vous voulez. Je me rappelle, il y avait un truc, quand j'étais gamin, les hommes de chevaux disaient, ça c'est un cheval de bonne femme. Et moi, j'étais là, je me taisais et je trouvais que le cheval de bonne femme, il était sympa, en fait. Parce qu'il était, il était là, il était un peu proche, il était un peu... Et puis je trouvais qu'il se donnait plus dans sa façon. Il était peut-être pas plus performant que l'autre, mais n'empêche que dans ses yeux, il était là. Et j'ai toujours, je me rappelle de ça vraiment parce que gamin, c'était vraiment quelque chose qui me marquait. Je me disais, ouais, c'est bizarre parce que lui, c'est le boss là, c'est vraiment le mec qui sait. Et en fait, ce cheval-là que lui, il critique, moi je le trouve intéressant. Je comprends maintenant pourquoi il critiquait ça. Parce qu'après, il y a toutes les notions d'anthropomorphisme dans lesquelles il ne faut pas tomber, toutes les techniques qui amènent à ça, qui font qu'à un moment donné, on se trompe et qu'un cheval est un cheval, et qu'il a des besoins de cheval, et que nous sommes des humains, et qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on se trompe sur ce débat-là et sur ce sujet-là. Mais c'est la justesse des techniques que l'on va utiliser qui vont faire qu'à un moment donné, on va pouvoir essayer d'accompagner le cheval comme un cheval, en essayant de le comprendre plus avec ses besoins, et puis nous de rester des humains, et puis d'essayer de faire justement que notre différence reste une différence, et que ça enrichisse, au lieu que ça devienne, que le cheval devienne un homme, ou que l'homme devienne un cheval. Je voulais évoquer avec vous le sport de très haut niveau. Vous avez participé aux Jeux équestres mondiaux à plusieurs reprises, je crois. Vous faites beaucoup de Coupes du Monde. Vous êtes, je pense, un vrai compétiteur quand même. Et de ce que je comprends, vous nous expliquiez tout à l'heure que vous faisiez beaucoup de compétitions, notamment aussi pour voir où vous en êtes par rapport à vous-même, par rapport à vos chevaux, au travail. Est-ce qu'il y a autre chose que vous cherchez par le biais de la compétition ? Est-ce que c'est la partie challenge, la partie adrénaline ? Est-ce que c'est un petit peu parfois le public, essayer de vulgariser peut-être ce que vous avez réussi à obtenir avec les chevaux et par l'exposition que peut apporter la compétition? Est-ce qu'il y a autre chose que vous cherchez en allant dans ces circuits Coupe du Monde, en allant dans ces Jeux équestres mondiaux, compétition internationale? J'ai une aventure sportive autre que l'équitation, c'est le volley-ball. Et donc j'étais en sport-études pendant 5 ans. J'ai fait un gros sport-études volley-ball et je voulais en faire mon métier. Puis j'étais trop petit, parce que tout le monde me disait, avec ta façon de penser les chevaux, tu en vivras jamais. Et donc je me suis dit, si ces mecs-là qui sont les pros me disent ça, ils ont peut-être raison, tout ça, donc tu vas faire un autre métier, puis tu vas garder les chevaux de ton hobby, là, comme on dit, là. Et donc j'ai fait ça, et puis un jour, ils ont décrété pour moi que j'étais trop petit pour jouer au volley comme un professionnel, donc j'étais à fond dans les chevaux, mais j'ai fini par dire, ok, je serai professionnel du cheval. Dans la compétition, donc par le volley-ball, oui, la compétition. Mais là, déjà, la compétition en volley, vous devez tenir un ballon en l'air à plusieurs. C'est déjà un jeu particulier. C'est-à-dire que au hand, au foot, le ballon il est posé par terre, vous tapez dedans, vous pouvez l'arrêter. Vous avez des secondes d'immobilité, de réflexion et tout. Le volley, c'est pas ça. Vous touchez, ça part, ça retombe, c'est retouché. Si vous touchez trop longtemps, on appelle ça un collé. Donc, c'est faute, c'est ballon à l'autre. Donc, c'est vraiment ça. C'est une histoire d'équilibre et d'équipe. L'équitation, c'est une histoire d'équilibre et d'équipe. Vous enlevez l'équilibre dans le mot équitation, c'est pas possible. Vous enlevez le mot équipe, c'est pas possible. Donc, une fois qu'on a fait ça, et qu'on dit on est en équipe, on est en équilibre, on tourne vite en rond. À un moment donné, on dit on est super, on est très fort, on s'amuse bien.
mais il faut aller plus loin. Qu'est-ce qu'on va proposer ? Donc on fabrique des jeux à la maison, on fait des trucs. Une fois qu'on a fait ces jeux-là, on dit bon, mais ces jeux-là, maintenant, il faut les challenger, il faut qu'ils changent. Donc il y a des chefs de piste qui fabriquent des pistes de plus en plus rigolotes pour justement challenger ça, challenger nos chevaux, challenger machin, dans le travail du dressage, dans l'éducation, dans le jugement des juges, dans la photo globale. Donc la compétition, c'est un truc qui vous oblige à vous lever le matin aussi pour livrer quelque chose. Moi, je passe d'un monde à l'autre. Alors c'est très rigolo parce que dans la compétition, je dois amener les chevaux à répondre à des règles qui sont les mêmes pour tout le monde. Et la semaine d'après, je peux écrire un grand spectacle et écrire des travaux que je vais écrire autour des chevaux. C'est-à-dire, je vais voir un cheval qui est capable de faire, qui a une personnalité incroyable. Je vais écrire quelque chose autour de sa personnalité. C'est-à-dire que je ne vais pas demander à ce cheval-là de se conformer à une règle qui sera la même pour tout le monde. Je vais pouvoir écrire une règle pour ce cheval-là. Et je pense que les deux démarches, elles sont extrêmes. Une, parce qu'on peut se raconter l'histoire qu'on fait en fait que ce qu'on veut. Et l'autre, qu'en fait, on est en train de demander quelque chose qui est opposé à la nature. Et je pense que les deux façons, et quand je passe d'une semaine à l'autre, moi, je change vraiment de casquette, je m'habille différemment déjà. Vous voyez en compétition, je suis toujours habillé comme un compétiteur. Vous me voyez ailleurs, j'ai un autre chapeau, j'ai autre chose. Je suis obligé de me transformer parce que ma tête doit se transformer dans sa façon de concevoir les choses. Mais à la fin, c'est très riche de ça. Parce que quand j'arrive dans une mise en scène, ils m'appellent Stakhanovitch. Parce que tout est tac, 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 tac. Et dans le monde artistique, ils n'ont pas l'habitude. Souvent dans les chevaux et le monde artistique d'avoir cette rigueur-là. Et à la fois dans le monde de la compétition, ils m'appellent l'artiste. Donc c'est cette perception-là. Et là, donc la compétition apporte ça, apporte l'obligation de livrer à une heure H, avec la contrainte d'un transport, avec la contrainte, etc. Et après, elle permet ce qu'on est en train de faire là. Elle permet de parler de ça. Parce que j'ai rencontré des très grands hommes de chevaux. À travers le monde, j'ai rencontré des gens fantastiques. La majorité d'entre eux ne seront jamais connus. Et ce sont pourtant parmi les plus grands hommes de chevaux que j'ai rencontrés. Je trouve ça dommage. Et eux, par choix, en disant non, la compétition n'est pas notre façon de penser. Et une partie de moi pense ça aussi. Pense que la compétition est un jeu qui peut être absurde si on conçoit la compétition contre l'autre, mais qui peut être un jeu génial si on prend le côté positif de la compétition, et là ça devient fantastique, et on n'est plus coincé à ce moment-là par l'idée de la compétition contre l'autre, parce que celle-là est destructrice, de toute façon, que ce soit en équitation ou humainement, elle n'apporte pas elle oppose les gens. Dès que vous opposez des gens, on peut pas, ça marche pas l'histoire, là. On n'est pas là pour opposer des gens. Donc c'est vraiment une réaction basique dans le système de compétition qu'il faut essayer de dépasser, parce que je connais des compétiteurs qui n'ont pas de vie autre que la compétition dans l'affrontement à l'autre, quoi. Je trouve ça dommage. Je trouve qu'on se prive de beaucoup, et dans la relation aux chevaux énormément, parce que de toute façon vous n'êtes pas différent avec les hommes que vous êtes avec les chevaux, mais les chevaux peuvent nous apprendre à être différents avec les hommes. Ça c'est sûr. Et en parlant de sport d'équipe, je crois savoir que vous travaillez beaucoup en équipe, déjà avec vos chevaux, mais aussi avec les gens qui vous entourent, puisque l'un de vos grooms est aussi propriétaire de un ou certains de vos chevaux. L'ensemble des chevaux qui sont là. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ça, de pourquoi c'était aussi important pour vous qu'ils participent entièrement à la performance, mais pas que à cette aventure, je dirais? Je reviens à ce qu'est un attelage à 4 de compétition. Donc nous, on fait les saisons outdoor, ce qu'on appelle. Donc c'est le concours complet d'attelage, où il y a une reprise de dressage, un cross, un marathon et une maniabilité, vraiment calqué sur le concours complet. Sauf qu'on contourne les obstacles au lieu de les sauter. Mais après, les autres disciplines ont les mêmes règles, on va dire, de fonctionnement. Et après, une fois que vous êtes dans le top 10, dans les 10 meilleurs mondiaux de ce jeu-là qui est en été, vous rentrez dans les Coupes du Monde indoor avec un format très différent qui n'a rien à voir. Ces chevaux-là font pas de dressage, en tout cas pas devant les juges. Ils font ce format-là de vitesse que vous allez voir demain.
Donc là, la notion d'équipe à l'intérieur de ça, ne serait-ce que par le temps que l'on passe ensemble, tous, pour fabriquer un projet comme ça. C'est-à-dire que vous avez des chevaux qui sont différents entre les chevaux qui font l'été et les chevaux qui font l'hiver. Parce que c'est un peu comme des chevaux de vitesse ou des chevaux de Grand Prix quand vous êtes à l'obstacle. Donc les chevaux sont différents. Ils courent à des époques différentes. Donc déjà, quand vous êtes avec certains, vous n'êtes pas avec les autres. Donc ça veut dire qu'il y a des équipes humaines autour des chevaux là, parce qu'ils continuent à bouger, ils continuent à vivre, à manger, etc. Donc ça devient des aventures humaines assez incroyables, des aventures de logistique incroyables, parce qu'on déplace des chevaux un peu partout, dans tous les sens. Enfin, c'est un attelage à 4, vous ne le bougez pas avec un vent, vous bougez avec une semi-remorque, avec un camion remorque, c'est lourd en logistique. Un attelage à 4, c'est ce week-end, là, il y a une dizaine de personnes autour de l'attelage. Hein, pour qu'un attelage se présente, il y a 10 personnes, donc c'est un peu fou. Je m'étais promis, un jour, j'ai perdu 2 fois des chevaux de compétition que j'avais dressés, qui ne m'appartenaient pas, et je m'étais promis de ne plus le faire. J'avais dit, c'est fini, je ne sortirai plus en compétition, quelle que soit la discipline, avec des chevaux qui ne sont pas à moi. Ça a duré 6 mois, je crois. Ça a duré 6 mois, on s'est rencontrés avec monsieur et madame Bonneman, c'est mon coéquipier qui est derrière, et son épouse, et ils m'ont demandé de mener leurs chevaux en concours. Et j'ai dit, a priori non, mais parce que je respecte le fait que vous êtes dans la démarche de vouloir faire quelque chose, et je vais vous trouver quelqu'un peut-être qui sera très bien pour vous, ou vous accompagner dans votre projet. Et puis quand je suis arrivé chez eux, j'ai été reçu par une horde de chiens. L'écurie était organisée d'une façon juste géniale pour les chevaux. Je pense que c'est un des plus beaux endroits pour les chevaux que j'ai rencontrés. Pas beau dans le sens beau, c'est déjà très beau évidemment, mais c'est beau dans le sens respect de l'intégrité des chevaux. Et ça c'est incroyable. C'est des paddocks à perte de vue, il y a toutes les facilités pour le cheval pour pouvoir fonctionner, plus toutes celles qu'on est en train de développer avec eux. Et leur motivation, c'est ça. Et ils sont hollandais, donc ils sont pas français, mais ils vivent en France. Donc on est de cultures différentes, on a une histoire différente, et on est d'accord sur un truc, c'est sur ce que l'on recherche dans la façon aux chevaux. Et de là, après, on dit super, on va aller en Coupe du Monde. Super, on va aller là. Et quand on a commencé à travailler ensemble, je leur ai dit, on va se qualifier pour les prochains championnats du monde. C'était 3 mois après la qualif, et on l'a fait. Et puis on a été meilleur français à ce championnat du monde là. Et puis on est rentré dans le top 10. Et puis clic, clac, clic, 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 clac, 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 clac. Et en fait, on jouait. Et ils ont un élevage de chevaux, arabo-frison. Et on a dressé avec eux tous les chevaux de l'élevage, et puis on a créé cette aventure-là, cette aventure un peu hallucinante qui est c'est l'équivalent d'une écurie de Formule 1 pour les chevaux. C'est vraiment un truc assez génial, avec plein de gens qu'on essaye de former au maximum, avec plein de ouais, c'est de l'aventure, c'est de la grande aventure. C'est de l'aventure humaine et équestre. Et l'attelage permet ça, oblige ça. Donc le permet en l'obligeant. C'est génial. Ça nous oblige vraiment à rentrer dans un truc comme ça. Donc quand évidemment on est sorti des championnats d'Europe avec une aventure sur le cross à Donaueschingen l'été dernier, et qu'on avait on a fait une super perf. On a des chevaux qui ne sont pas des chevaux pour être des chevaux de vitesse. Et on est vice-champion d'Europe à Donaueschingen cet été. Et quand on sort de là avec une aventure comme ça, qu'on partage avec le propriétaire, non seulement on la partage, quoi, il est avec sur la voiture, c'est des moments qui sont juste géniaux. Pour un mec qui s'était promis qu'il mènerait plus les chevaux des autres, La vie vous a fait mentir. Ouais. On va attaquer peut-être une des dernières questions, quelque chose qui n'était pas du tout prévu. J'aimerais revenir sur une chose que vous nous avez dite au tout début de l'enregistrement. Vous avez parlé donc de l'équicoaching, qui est un sujet qui
qui m'intéresse beaucoup, qui m'a beaucoup intéressée, et je voulais savoir si vous pouviez prendre 2 minutes pour nous parler du phénomène qu'on peut appeler le cheval miroir, c'est-à-dire utiliser le cheval pour avoir une lecture de nous-mêmes en fait. Est-ce que vous auriez 2 minutes, voilà, pour revenir un tout petit peu sur ce terme-là du cheval miroir? Jean-Pierre Tiffon, qui est coach mental, qu'on a eu comme invité dans le podcast, nous en avait un peu parlé. Il nous expliquait qu'il lui aussi travaille avec des entreprises comme ça. Et il avait fait venir un salarié dans un manège avec une ponette toute gentille. Et que rien qu'à la vue de cette personne, c'était pas un salarié, je me trompe, mais bref, elle est devenue complètement hystérique de stress. Et ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, Lorlaï, et si vous pouviez nous développer un peu là-dessus. Ouais, en fait, le cheval, pour moi, le langage cheval se situe dans des niveaux d'énergie. Pour résumer très vite, le cheval miroir, l'image, elle est pour moi très très juste, dans le sens où le cheval, quand vous avez des gens qui sont dans l'empathie, on va dire que ces gens, sur une échelle d'énergie, c'est le premier barreau. Puis, vous avez des gens qui sont au 10e barreau. C'est les gens qui, quand vous rentrent dans une salle et qu'il y a du monde, tout le monde se tait. On ne sait pas pourquoi, mais tout le monde se tait. Et l'empathie, quand il rentre dans la salle, tout le monde continue à parler, lui parle, l'interpelle, s'interpelle entre eux, etc. C'est-à-dire que lui permet toutes les formes de communication et l'autre bloque toutes les formes de communication. Alors, en France, on a l'habitude de juger les gens. On dira, lui il est gentil, lui il est méchant. Et en fait, c'est rien de tout ça. On n'est pas méchant parce que tout le monde se tait. On a un charisme qui fait que tout le monde se tait. On n'est pas gentil quand tout le monde est jovial et tout machin. Oui, on a de l'empathie, oui, on a une ouverture à l'autre, oui. Est-ce que être à 1 ou à 10, c'est mieux un ou l'autre? Non. Une échelle, vous devez avoir tous les barreaux pour aller d'en bas à en haut. La relation au cheval, c'est être capable de pouvoir se mettre au barreau 1 dans l'empathie quand on est dans l'échange, et c'est à un moment donné de dire non, quand à un moment donné on va se faire bousculer. Et de revenir au barreau 4, qui est entre l'empathie et le non. De repartir au 6, qui est un peu plus vers le non, ou vers une posture qui est un peu en train de dire ça. Donc, dans tous les travaux d'Equi-Coaching, qu'est-ce qu'on développe? En fait, on essaye de faire que les gens s'entraînent pour ceux qui sont à la réception. Souvent, vous avez une dame à la réception. C'est un amour, quoi. Le livreur arrive, il n'est pas content parce qu'il vient de se garer sur un endroit machin, il s'est fait bousculer, il arrive là, il jette un colis, elle va encore être gentille avec lui, elle va à moitié se faire insulter, mais elle continue à être gentille, elle va trouver la solution à l'autre qui est en retard pour qu'il puisse machin, elle va prendre le rendez-vous d'un troisième, et elle va trouver des solutions à tout le monde. Et elle, il va falloir lui apprendre à un moment donné à dire non. Ça, c'est pas possible. Et là, vous allez lui donner une capacité géniale. C'est un peu comme si tu dis à un pêcheur, moi, je vais te donner une canne à pêche. Et tu vas pouvoir pêcher. Et à cette dame-là, il faut qu'à un moment donné, elle soit capable de dire non, et sa vie va changer, parce qu'à un moment donné, elle va pas dire non tout le temps, mais elle va être capable à un moment donné d'arrêter ça. Et de faire découvrir à celui qui rentre dans la salle et tout le monde se tait, parce que c'est comme ça, d'accord, et qui, à la fin, on s'aperçoit qu'il est complètement isolé là-dedans, et de pouvoir découvrir qu'il peut être jovial, qu'il peut recevoir, qu'il peut donner, qu'il a quelque chose à échanger, et qu'en fait tout le monde a peur à l'intérieur de ça, et que le cheval peut mesurer ça de façon très précise, parce que c'est son langage. Et une fois que, si vous voulez communiquer avec le cheval, celui qui pour moi communique le mieux, si on parle de communication dans ce sens-là, c'est celui qui va être capable de passer de 3 à 10, à 12, de redescendre à 1, de revenir à 2, de s'adapter en fait. De s'adapter à ce que le cheval va proposer. En ce sens-là, il est miroir totalement. Parce qu'il va aller complètement, il va révéler exactement dans quel type d'énergie vous êtes réellement. Pas dans celle que vous dites être, pas dans celle que vous croyez être, mais dans celle que vous êtes. C'est-à-dire ça va être un miroir plus de votre état, de votre type d'énergie. Parce pour moi, on est avec,
Il y a des enfants qui naissent empathiques, il y a des enfants qui naissent un peu 4, 5, 6, et il y a des enfants qui naissent à 12. Et ils naissent comme ça, ils n'ont pas appris à être comme ça, ils n'ont pas... Et je crois que l'intérêt, c'est de justement apprendre à celui qui est à 12 toutes les autres gammes et apprendre à celui qui est à 2 toutes les gammes vers le haut, comme de la musique, comme de la gymnastique, comme si on gymnastiquait notre capacité à la relation à l'autre. Imaginons que ce sont des clés. Dans une caisse à outils, si vous avez une seule clé, vous n'êtes pas bien. Et si vous avez plusieurs clés, vous pouvez commencer à faire de la mécanique de précision. Et cette mécanique de précision-là se passe comme ça. Et à partir de là, le cheval est l'outil qui permet de mesurer ça, mais sans rentrer dans le jugement. Parce que ce que je vois souvent dans les travaux de coaching comme ça, ce sont des jugements. On n'est pas là pour juger, puisque 10, c'est pas mieux ou moins bien que 1. On pourrait dire, on pourrait les appeler par des couleurs si on veut. Ces niveaux sont pas des niveaux, sont pas des notations. C'est juste une clé différente. Vous avez la clé de 17, vous naissez avec la clé de 17, ou la clé de 12, ou la clé de 7. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous êtes né avec la clé de 7, que vous êtes enterré à ne pouvoir utiliser que la clé de 7. Et il faut apprendre à utiliser toutes les autres clés pour devenir mécanicien. Et il faut les apprendre, les cultiver, comme on apprend des pas de danse, comme on apprend des langues, comme on apprend tout. Et le cheval est le meilleur professeur de ça. Je dis le cheval devrait être une obligation à l'école pour cette raison-là, pour justement amener la possibilité de mesurer ça et que ça ne soit pas un spécialiste, un docteur, un psychologue, un machin, mais un animal qui est là et qui, par sa réaction naturelle, va donner un retour très très précis et une réponse en temps réel à ce que vous êtes. Et que vous allez pouvoir changer. Parce que ce qui est très intéressant dans ces travaux-là, c'est quelqu'un qui va faire, en gros, ceux qui sont près du 1 aspirent les chevaux, ceux qui sont près du 10 les font partir, l'expérience que vous racontiez. L'idée, c'est que celui qui fait partir 2 minutes après, il arrive à les aspirer, et que celui qui les aspire arrive à s'en séparer. Et une fois qu'on s'entraîne à faire ça, et ben là on commence à ouvrir des possibilités qui sont géniales, parce que c'est pour moi une forme de libération de la personne, et c'est une forme de culture qui devrait être une obligation, parce que c'est la base de la relation à l'autre. S'adapter, quand vous parlez à une personne âgée, vous faites attention à ce que vous dites, vous devez parler fort parce qu'elle n'entend pas. Quand vous parlez à un enfant, vous faites attention à ce que vous dites. Et puis entre l'enfant et la personne âgée, on parle un peu de la même façon à tout le monde, alors que tout le monde est très différent. Et c'est cette notion-là que l'on perd, et le cheval nous permet de nous entraîner à faire ça. Et il n'a pas de susceptibilité, il n'a pas de rancœur par rapport à ça, parce que lui, c'est son système de communication. À partir du moment où on lui fait pas mal. D'accord ? Si à 10, on te châtie, et puis à 2, on te donne des bonbons, évidemment que le cheval va être acheté d'une certaine façon ou d'une autre. Mais si on arrive juste à être sur notre état et que le cheval réponde à ça et qu'on s'adapte et qu'on lui demande à chaque fois où est-ce qu'on est, comme si c'était un outil de mesure. Et le cheval est l'outil de mesure de l'âme des hommes. Et il faut réussir à justement travailler là-dessus et à cultiver des hommes, à comprendre ça. Et ils traiteront les gens avec qui ils vont vivre différemment, et on pourra développer d'autres façons de penser et d'autres systèmes de société. Benjamin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les... Alors, en toute honnêteté, je pense que si j'avais conclu cette interview de façon classique, je vous aurais souhaité de gagner l'épreuve de demain. Je pense pas que ce soit ça qu'il faille vous souhaiter. Je pense que vous devez continuer à vous épanouir dans ce que vous faites. Je pense que vous êtes très épanoui dans ce que vous faites. Donc, dites-nous ce que nous, on peut vous souhaiter maintenant pour les jours, les mois, les années à venir. Ben moi, au début, j'ai monté à cheval et j'ai vécu avec les chevaux d'une façon très personnelle, presque égoïste. Parce que je m'exprimais pas, parce que j'étais dans mon truc, parce que les choses me faisaient peur, m'impressionnaient, j'étais un peu un hypersensible bizarre. Donc le cheval m'a permis de commencer à m'exprimer, m'a permis de commencer à me comprendre, m'a permis de rentrer dans l'échange avec les gens, m'a permis de construire plein de choses. Et maintenant, la pratique de l'équitation que j'ai, je m'amuse avec les chevaux, tout le temps. Mais de la même façon, je vais m'amuser avec les gens. Parce que le cheval m'a appris à m'amuser, à prendre du plaisir avec les gens ou les chevaux avec qui tu es. Pas avec ce que tu projettes avoir dans un an,
pas, t'es malheureux parce que t'as pas un cheval qui gagne maintenant et tu vas être heureux, et le jour où celui-là va être boiteux, tu vas être malheureux, etc. Et que ton bonheur dépende du maréchal Ferrand qui aurait fait une erreur d'aplomb. D'accord ? Mais que ton bonheur dépende du fait que, à partir du moment où le cheval t'a tellement donné, dans la compréhension des choses, je passe mon temps à réfléchir comment est-ce qu'on peut imaginer des procédés, que ça soit par le spectacle, par la culture, par le sport, par des interviews, par de la pédagogie, par toutes les formes possibles, à essayer de partager ça, de l'échanger, de réussir à le conformer un peu d'une façon que ça devienne quelque chose d'audible, compréhensible, que ça serve. Dans ce sens-là, j'ai travaillé sur de la dépendance à l'héroïne, sur la schizophrénie, sur l'autisme, j'ai développé plein de choses dans tous ces sens-là qui m'intéressent beaucoup parce que justement ça a une utilité pour le chef d'entreprise, pour le gamin qui commence et qui veut rentrer dans sa relation parce qu'il monte à poney, qui veut vivre un truc génial. C'est comment est-ce qu'on peut partager ça, l'échanger sous cet angle de vue-là. Si vous me promettez que j'ai encore quelques dizaines d'années à faire ça, avec l'énergie suffisante pour assumer mes rêves les plus tarés, je suis super heureux. C'est tout le mal qu'on vous souhaite alors. Merci beaucoup. Merci pour votre regard aigu, éclairé, bienveillant. Pour ce temps aussi. Pour le temps aussi, qui est très long. On a la chance avec le format podcast, on a déjà dit, mais d'avoir le temps. Donc tant mieux, on a pris le temps. Il est 23h30. Donc on va vous laisser aller. On espère que ça vous a plu aussi, on quand même. Que ça vous a plu. On va vous laisser aller vous occuper de vos chevaux. Et puis on vous dit quand même bonne chance pour demain. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Vous pouvez retrouver toutes les actualités de l'Amicelle sur les réseaux sociaux, sous le nom de l'Amicelle ou l'Amicelle-Metalab en ce qui concerne les morts. Et évidemment sur la boutique en ligne rglamicelle.com. N'oubliez pas qu'un petit jeu concours sera organisé dans les prochains jours sur notre compte Instagram pour vous faire remporter un petit cadeau l'Amicelle. À très vite et encore une fois, prenez bien soin de vous. À bientôt.